Alors, retour sur le plateau, nous sommes dans le cadre de la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale du Gabon, ce 17 août 2016. Et nous sommes toujours avec Nikez Moulumbi, qui est le président du Haut Conseil des acteurs non étatiques. Observateur pour l'élection de 2016. Voilà. Important de préciser. Une fois de plus, merci d'être là. Jean-Christian Kombila, qui est le journaliste directeur du mensuel de géopolitique, le correspondant. On est en train de parler du parcours politique du Gabon, les grandes dates, les grands moments. Jean-Christian, c'est vous qui avez la parole. On parlait de l'avènement, n'est-ce pas, d'un nouveau président de 2009, une transition qui s'est finalement, malgré les craintes, elle s'est finalement bien passée. Oui, mais on doit relever d'abord que le président Bongo est mort après 42 ans de pouvoir. Et après une longévité aussi exceptionnelle, évidemment, les craintes ne pouvaient que poindre à l'horizon, n'est-ce pas? Les gens se demandaient ce que deviendrait le Gabon après une si longue stabilité. Et la transition, effectivement, s'est passée dans des conditions positives inespérées. Mais cela aussi, je ne reviendrai pas sur la solidité des institutions à laquelle Nikez a fait allusion en parlant de cette question tout à l'heure. Moi, je parlerai de quelque chose qui n'a pas souvent été relevé par beaucoup d'entre nous. C'est la contribution personnelle du président Bongo dans la réussite de cette transition. Comment? Le président Bongo, lorsqu'il décède, il laisse une nation profondément unie. Si le président Bongo était décédé 2 années avant 2009, je ne suis pas certain que la transition aurait été aussi pacifique. Le président, lorsqu'il décède en 2009, il a réussi à pacifier ses relations avec l'ensemble de l'opposition, y compris de l'opposition radicale de l'époque. Et tout le monde ici sait que le président Bongo a eu des relations extrêmement tendues avec l'opposition radicale qu'incarnait l'UPG et son défunt leader, Pierre Mamboundou. N'est-ce pas? Le PGP aussi, Pierre Luagondje, avec la paix des braves. L'UPG et le PGP avaient en partage le fief de Port-Gentil. Et on sait que dans cette province pétrolière, voilà, c'est la ville économique. La ville économique, avec tous les problèmes d'emploi qui se posent là-bas depuis toujours, le pouvoir n'a pas toujours la tâche aisée. Donc le président Bongo, lorsqu'il décède, ses rapports avec Pierre Mamboundou se sont considérablement assainis. Et donc, sa mort n'engendre pas des manifestations de joie ou d'explosion de joie à travers le pays. On aurait pu croire que cette mort serait célébrée. Or, ici, elle a été pleurée. Tout le monde l'a pleurée, y compris l'opposition. Toute la classe politique s'est montrée digne au cours de cette période. Les leaders de l'opposition ont même demandé à leurs partisans de se montrer aussi dignes qu'eux. Je pense que cette dignité de la classe politique est un élément capital dans la réussite de cette transition. Oui, mais tout ça aussi dépend donc des qualités, je l'ai bien dit, hormis les institutions, mais des qualités personnelles de l'homme, qui était Omar Bongo Ondimba. Et ces qualités personnelles, il faut le dire, tournaient autour du partage. Tournaient autour, et il avait cette capacité et cette connaissance sociologique des familles, des villes, des coins et des recoins. Omar Bongo était l'homme capable de demander à un de ses dignitaires politiques d'amener des compatriotes de son terroir, et il se rendra compte que telle personne n'est pas là, et il lui dira non, allez-y me chercher telle personne. Et c'est en ce moment que cette personnalité se rend compte que le président Bongo, qui lui ne met pas les pieds à cet endroit, comment peut-elle être en contact avec M. Moulombi ou avec tel? Donc je crois que tout ceci a contribué. Mais il y a aussi eu quelque chose, il faut le dire, en termes de vie personnelle du chef d'État, c'est que, comme tout Bantou et tout Africain, il a réussi quand même à faire des enfants
dans pas mal de provinces. Donc il avait quand même des attaches aussi. Hein. Ça, c'est important. Ça aussi, ça a contribué. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faudrait mettre à l'actif. Il faut également tenir compte de la bienveillance de la puissance, l'ancienne puissance coloniale, la France. Son rôle dans cette période a été précieux. Il faut également relever la bienveillance des pays voisins, les pays limitrophes du Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et d'autres pays membres de la communauté économique mondiale du pays. Et bien sûr, ces États aussi ont contribué déjà, le président à la Bongo, réussite de cette transition. Il est décédé en 2009. Hein. M. Ali Bongo est actuellement président, ça fait 7 ans. Hein. Il y a son mandat d'ailleurs qu'il est en train de remettre en jeu le 27 août, parce qu'il ne faut pas oublier que Africa 24 est présent au Gabon, parce qu'il y a cette élection présidentielle le 24 août prochain. On va dire qu'il y a eu rupture dans la manière de gouverner quand même entre les deux hommes, entre le fils et le père. C'est quand même le... Mais si vous permettez, avant que Christian ne reprenne la parole, avant de parler déjà de l'élection de 2009, nous avons parlé de la transition. Mais cette transition, il y a eu une personne qui l'a conduite et dont on ne parle pas assez. Le Gabon, dans l'histoire, oui, dans l'histoire politique, hein, dans l'histoire politique du Gabon, nous avons eu 3 présidents. Il y a eu le président Léomba, il y a eu le président Bongo, il y a eu Madame Rugombe, qui a prêté serment et donc qui a été présidente, même si ça n'a pas duré au niveau longtemps, constitutionnel, on a estimé que c'est une présidente par intérim, mais elle a été présidente du Gabon. Donc, il y a eu cette transition qui a été donc dirigée par cette dame qui a permis l'organisation de cette élection. Parce que entre le décès, la prestation de serment et l'organisation de l'élection en 2009, elle aurait pu avoir des comportements anticonstitutionnels et ne pas pouvoir arriver à cette élection. La légalité, hein. Elle a respecté la légalité. Et donc, il faudrait lui rendre hommage. Et d'ailleurs, décédé il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Voilà. Et j'espère que... Je n'ai pas suivi la télévision. J'espère que pour les manifestations du 17 août, l'hommage lui a été rendu. J'espère. En tout cas, je voudrais effectivement donner raison à Nicaise, qui a relevé que la transition a été assumée pleinement par le président de la République par intérim, feu Madame Rose-Francine Rugombe. Je pense que Nicaise a raison, encore une fois, de relever la présidence de cette dame, parce que dans le contexte global africain et particulier du Gabon, où on n'accède pas au pouvoir sans forte contestation de l'adversaire, la présidence par intérim assumée par Mme Rose-Francine Rugombe a été consensuelle et adhésive, et je pense que c'est important de le relever. Alors, je voulais qu'on fasse le point donc, sur le nouveau président. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une rupture complète avec la manière de gouverner de son père? D'ailleurs, lors de ses meetings de campagne, il le dit. Tous ceux qui sont contre moi actuellement, en grande partie, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord avec ma politique, c'est parce qu'il y a eu une rupture. J'ai arrêté les privilèges. Écoutez, allez-y, je prendrai la parole. Comparaison n'est pas raison, dit l'adage. Comparaison n'est pas raison. Et je pense que chaque président a son style. Il faut éviter de ressembler à l'autre. Il faut éviter toujours de se comparer à l'autre. Il faut faire ce qu'on a à faire avec les moyens constitutionnels mis à la disposition du chef de l'exécutif en fonction. Le président Bongo avait sa méthode gouvernementale. Elle prenait en compte la spécificité de notre peuple, qui est un peuple de faible densité, qui est un peuple relativement jeune, même si nous vivons sur une vieille terre. Et le président Bongo a eu le temps de se faire une connaissance solide de l'anthropologie, de la sociologie et de l'histoire du Gabon, de l'histoire de son peuple. Et donc, on ne peut pas diriger sans ne pas tenir compte
de cette triple dimension sociologique, historique et anthropologique. Il faut connaître les hommes. Quand on veut diriger les hommes, il faut avoir une longue pratique des hommes. Le Gabon a suffisamment de cadres compétents. Le président Bongo, ceux qui l'ont pratiqué, moi, dans mon travail de journaliste, j'ai eu le temps de l'observer un tout petit peu et d'apprécier l'homme. C'est quelqu'un qui avait une capacité à détecter les talents. Il détectait les talents, il savait reconnaître ce qu'il y avait de bien chez l'adversaire, même chez ses propres adversaires. Il savait leur reconnaître des qualités. C'était un bon sportif. Il était fair-play. Et le sport, de façon générale, nous apprend l'importance du fair-play. Même deux boxeurs qui se battent, ils s'embrassent. Et le président Bongo, lui, il disait toujours, sa meilleure vengeance, c'est le pardon. Vous semblez être nostalgique. Hein? Je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas nostalgique. C'est normal, 42 ans. Hein. Je ne suis pas nostalgique, mais j'ai essayé d'observer sa pratique du pouvoir. Il était l'héritier d'une doctrine politique. Gabon d'abord. Du président Léomba. Tout à l'heure, lorsqu'il a parlé du président Léomba, rapidement, il a dit qu'il avait associé la société civile parce qu'il estimait qu'elle était une composante essentielle de la vie nationale et politique. Lorsqu'il est allé négocier à Paris l'indépendance nationale, il s'est fait accompagner de chefs traditionnels. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans la conception du pouvoir. Bref, le président Bongo avait sa méthode, une méthode participative, une méthode... Consensus, rassemblement. Consensus, rassemblement, partage, prise en compte des compétences du pays. Alors, Nikes, pour qu'on sorte de là. Ben, écoutez, pour qu'on sorte de là, c'est que le gâchis a été le manque de la sanction. 42 ans, il y a eu du laisser-faire, il n'y a pas eu de la sanction, et nous pouvons nous retrouver au niveau où nous sommes. Mais à la seule chose que les fondamentaux ont été là. Parce que quand vous prenez la prise du pouvoir du président Bongo à 67 et le développement du pays, en réalité, le pays a été développé en 10 ans. 67, 77. Voilà, en 10 ans. Ça correspond au boom pétrolier. Hein. Voilà, en 10 ans, peu importe, boom pétrolier, d'accord, ou pas boom pétrolier, mais en 10 ans, le pays a été développé. Parce que quand le président Léomba meurt, le président Léomba laisse la quasi-totalité de la vision, les plans, on pourrait dire même des maquettes, mais les fondamentaux, le développement portuaire, les routes, les aéroports, le développement économique. C'était pas mis en application. Non, les entreprises d'État, au niveau agricole, c'est vraiment le président Bongo qui met. Donc, les fondamentaux... mais depuis 2009, quand même, les choses ont été faites aussi. Ou bien non? Non, mais comme nous parlons de l'indépendance, moi je parle déjà de l'homme. Oui. Je dis, il y a eu ça, mais que de l'autre côté, il a manqué un élément fondamental, c'est la sanction. Et cette sanction, le manque de cette sanction a affaibli la justice gabonaise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, nous nous retrouvons dans des situations d'impunité et de manque de rigueur dans la sanction. Donc il y a cette poursuite et donc il y a nécessité de clarifier les choses. Nous nous retrouvons dans une situation bien plus que ça. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, ce qui est inédit dans l'histoire de notre pays, la magistrature s'est mobilisée et descendue dans la rue. Les magistrats vêtus de leur toge sont descendus dans la rue. Ils réclamaient moins d'immixtion du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice. Ils revendiquaient une justice indépendante, en phase avec les aspirations du peuple. Jamais sous le président Bongo, une scène aussi inédite s'est produite en 42 ans. Qu'elle se produise en un septennat, cela en dit beaucoup. Alors, là-dessus, si vous permettez... Oui, d'accord. Rapidement, avant oui, je suis tout à fait d'avis avec avec Christian, qui est un analyste politique. Là, il y a à dire. Et je crois que le cas Gabon devrait permettre aux chercheurs
de comprendre les fondamentaux de ce mouvement au niveau de la justice. Si vous le dites et si vous saluez cette initiative, l'on peut donc considérer qu'aujourd'hui, le peuple gabonais est donc satisfait de l'ensemble des décisions que les magistrats prennent depuis le déclenchement de leur début de grève. Et là-dessus, donc, à partir de ce moment, vous êtes d'accord avec moi que toutes les décisions, permettez, que toutes les décisions que la justice est en train de prendre, les Gabonais n'auront pas à dire. Donc, nous sommes d'accord, y compris même les décisions présidentielles. Et là, je suis d'accord, oui, effectivement, la justice devient indépendante. La preuve, elle a rendu... Permettez que je lui réponde. Pour la cohérence du débat, rapidement. J'imagine, hein? Vous n'avez pas réagi. Ce que j'ai noté... J'aurais peut-être pas dû réagir. Non, ce que moi du coup, M. Kombila devient fertile. Non. Je ne sais pas. Non, permettez. Ce que moi j'ai noté après la grève historique des magistrats, c'est que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, qui avait été à l'origine du mouvement de grève de magistrats, ont été remises en cause. Ont été rapportées? Voilà, ont été non seulement remises en cause, mais reportées sine die. Donc vous ne parlez pas de l'indépendance de la justice. Alors monsieur, on va aborder un peu le Gabon économique, parce que ça c'est ce qui fait le moteur quand même d'un pays, l'essence même du pays. On va voir à peu près comment est-ce que le pays a pu évoluer depuis son indépendance, hein, et voir ce qui marche un peu moins. Ça, c'était un reportage de Douglas Toutoum. Depuis 2009, la diversification de l'économie gabonaise a été engagée. De nombreux projets visant la relance agricole et industrielle sont en cours. En dépit des efforts consentis pour diversifier l'économie nationale, les performances économiques du Gabon restent fortement sujettes aux variations des cours du pétrole qui participent pour plus de 60% au budget de l'État. Le chômage reste endémique, l'accès au logement et la cherté de la vie cristallisent les critiques du bilan économique de ces dernières années. Un bilan jugé positif par le parti au pouvoir. Pour la première fois de son histoire, le Gabon transforme sur place son manganèse dans le complexe métallurgique de Mwanda, concrétisant sa volonté de remonter la chaîne de valeur de l'industrie minière. Enfin, le secteur agro-industriel a également été redynamisé. La construction de 2 autres usines de traitement d'huile à Mouila en 2015 vient confirmer la place centrale de producteurs agroalimentaires que le Gabon commence à occuper en Afrique centrale. Si le bilan est approuvé par certains, d'autres au contraire le fustigent. Un ministre qui, après avoir reconnu le bien fondé du caractère alarmiste de cette note, prétend qu'il n'y a pas péril en l'en demeure. Aujourd'hui, mais le Gabon n'a plus de finances. Aujourd'hui, le Gabon n'a plus de réserves monétaires. Le Gabon n'a plus un franc au compte d'opération de la Banque centrale. La chute du baril du pétrole en dessous des $60 touche l'ensemble des pays producteurs. L'impact de la baisse du prix du baril du pétrole sur les finances publiques souligne une nouvelle fois la vulnérabilité du Gabon face aux chocs externes. Selon le ministre de l'économie, malgré les premiers pas du pays dans la diversification de son économie, il s'en sort mieux que d'autres pays producteurs de pétrole. Le Fonds monétaire prévoyait une croissance de l'économie mondiale de 3,6%. 2016. Et en janvier, le Fonds monétaire prévoyait une croissance de l'économie mondiale de 3,4%. Là, récemment, en avril, le Fonds monétaire a revu encore la baisse de la croissance de l'économie mondiale à 3,2%. Ça signifie qu'il y a une certaine volatilité aujourd'hui, une certaine médiocrité de la croissance. Dans ce contexte, le Gabon ne peut être épargné. Ça signifie que le contexte est difficile. La situation est difficile. Mais la situation est difficile, et je dirais que dans ce contexte difficile, sur le plan international, le Gabon s'en sort pas mal, puisque malgré le fait qu'en 2015, on a observé une médiocrité de la croissance de l'économie mondiale était de 3,2%, celle des pays d'Afrique subsaharienne était de 3%. Au-delà de la crise actuelle, les spécialistes s'accordent à encourager les Gabonais à voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. La chute des recettes pétrolières a conduit les autorités à reviser le budget de l'État de 11,4% à la baisse. Le bilan économique de ces dernières années reste donc mitigé.
Alors, on a beaucoup parlé dans ce reportage-là du pétrole, c'est normal, hein, c'est la principale ressource du Gabon. On va rappeler que les premiers indices de présence du pétrole dans ce pays ont été recensés autour de 1928 et 1956, hein, donc 28 ans plus tard que les premiers puits ont été forés, sont entrés en production, permettant donc au Gabon de faire partie des pays les plus riches d'Afrique. Vous avez dit tout à l'heure, Nikez, que, on va dire, le développement véritable du Gabon, c'est dans la période 60, vous avez dit 67-77. Voilà, 10 ans, voilà, jusqu'en 77. Voilà, donc en même temps, il y a eu ce boom pétrolier là, dans les années 70 qui a permis quand même que le pays engrange beaucoup d'argent. On va dire que le pétrole, ça a été quand même, depuis toujours, la mamelle nourricière du pays. Oui, elle a été la mamelle nourricière du pays avec... une fois de plus, une faiblesse, c'est que en 30 ans après, le Gabon, notre pays, n'a fait que de la politique. Nous avons fait que de la politique parce que nous avons manqué sur des visions prospectives. Nous n'avons pas fait de la prospective, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des secousses financières, j'écoutais certains parmi les reportages que vous nous avez présentés. Le Gabon va mal, oui, mais le Gabon va mal jusqu'à quand? C'est toute la question. Donc, vous savez, nous, en tant que société civile, c'est maintenant du passé, cela reste derrière nous. Quand nous avons demandé un dialogue à un moment donné, mais c'était nullement pour parler de partage, de postes, etc. C'était essentiellement aussi pour tenter de redéfinir notre économie et voir comment sortir de la situation que nous vivons, qu'elle peut être liée à la présence de la baisse du baril du pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole comme plus de ressources financières. Et donc, il y avait nécessité de se mettre autour d'une table. Et puis, pour revenir, toute raison gardée, le pays va mal, mais chaque Gabonais, à chaque endroit où il se trouve, doit être responsable. Hein. Et nous pensons aussi que de plus en plus, nous devons laisser à nos générations futures un certain nombre de principes. Et vous savez pourquoi les véhicules coûtent cher au Gabon? Mais parce qu'un homme politique avait décidé, avec le président Bongo, que dans le cadre de la coopération japonaise, et certains vivent encore, qu'il était impossible de vendre des Gabonais des véhicules à 2 millions de francs. C'était les véhicules coréens, Pony, et dont l'immeuble est là, l'immeuble de rénovation, et dont le terrain appartient au cadre du système politique qui a vécu. Donc c'est pour dire aussi que les gens ont des responsabilités. Donc c'est bien, le pays va mal, mais qu'est-ce que nous faisons? Je pense que nous devons aller vers la diversification de l'économie. Cette diversification de l'économie doit tenir compte de l'environnement global. Nous devons, et elle doit être encadrée et accompagnée. Parce que si elle n'est pas encadrée, elle n'est pas accompagnée, c'est une perte de la fiscalité. Et je crois que notre pays a des niches encore pour pouvoir s'en sortir. Et je ne voudrais pas aller en profondeur dans l'analyse de l'état actuel, ce serait faire de l'évaluation des politiques, sachant bien que le parti au pouvoir a un candidat qui va se représenter, qui brigue à nouveau à la magistrature suprême, étant donné que nous allons être observateurs. Mais pour la vision de mon pays, je pense qu'il y a des nouvelles niches qu'il faudrait... On va revenir là-dessus, voilà, sur la diversification dans la troisième partie. Je vais laisser en 2 minutes quand même le soin à Jean-Christian de pouvoir donner son point de vue, parce qu'on a dit pour beaucoup de pays africains qui étaient des pays producteurs de pétrole, c'est vrai, il y a le pétrole, c'est la richesse, mais en même temps, c'est une forme de malédiction. Est-ce qu'avec le recul, en 60 ans d'exploitation pétrolière au Gabon, le Gabon n'aurait pas pu faire beaucoup mieux? Est-ce que ça n'a pas été aussi une petite malédiction pour le pays? Non, je n'irai pas jusque-là. Ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Le pétrole est source de bénédiction pour notre pays. Le boom pétrolier que notre pays a connu dans les années 70-75 a permis le développement que l'on observe aujourd'hui. Tout
où presque tout a été construit dans notre pays grâce au pétrole. Et le développement, la décennie de développement qu'évoquait Nicaise tout à l'heure est une décennie qui repose essentiellement sur le pétrole. Mais je viens de suivre votre reportage ici à la télévision. La situation globale du pays au plan économique n'est pas reluisante. On dirige les hommes et l'économie doit être une économie au service du développement de l'homme. Il se trouve aujourd'hui que les emplois à l'échelle du pays sont menacés. Les entreprises ferment. Dans une ville comme Port-Gentil, je suis d'ailleurs surpris lorsque je suis certains reportages à la télévision de voir les mobilisations humaines que j'observe aux meetings politiques, sachant que dans cette ville où moi j'ai une nombreuse famille, les gens vivent dans la précarité la plus absolue. À Libreville, il n'y a pas un seul secteur d'activité où les gens ne sont en ébullition. Dans les banques, une banque comme la Banque gabonaise de développement ne l'est plus que de nom. Voilà une banque qui licencie à tour de bras, où le directeur général, au nom de son amitié avec le président de la République, licencie qui il veut. Et le fait ça, c'est l'homme politique de l'opposition qui parle. Non, pas du tout. C'est l'observateur attentif de la vie politique qui parle. Et je sais de quoi je parle sur cette question-là. Donc, est-ce que c'est pas lié à la situation dans l'administration publique aussi, les grèves sont dans l'administration publique aussi, les grèves sont terribles. On prend une pause publicitaire, on revient dans quelques minutes. C'est des problèmes qui sont réels.